C'est ton père, Mireia. Et un peu de respect, cria ma sœur pendant que mon père s'essuyait la main avec laquelle il venait de gifler ma fille. Il croyait qu'en tant que patriarche, il pouvait faire ce qu'il voulait, mais quand le juge a lu la sentence, même toute sa fierté n'a pas pu le sauver des menottes. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une merveilleuse journée, où que tu sois. J'aimerais que tu écrives dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. L'air de mon petit atelier sentait toujours un mélange rassurant de white spirit, de cire d'abeille et de vieux bois. Pour la plupart des gens, cette odeur pourrait donner la nausée ou sembler trop chimique, mais pour moi, Mireia, c'était l'odeur de la paix. C'était le seul endroit au monde où le temps semblait s'arrêter, où les choses cassées n'étaient pas jetées à la poubelle, mais, soignées, avec patience et respect. À 39 ans, mes mains ne ressemblaient plus à celles d'une dame de la haute société, comme ma mère l'aurait voulu. J'avais les doigts tachés de brou de noix, les ongles courts et durs, et des callosités au bout des doigts à cause de l'usage constant des outils et des papiers de verre, mais j'aimais ces mains. C'étaient des mains qui redonnaient vie à ce que les autres considéraient comme inutilisables. Ce soir-là de décembre, la lumière dorée du coucher du soleil passait par les hautes fenêtres de l'atelier, faisant danser les petites particules de poussière dans l'air. Je finissais de polir la main d'un archange en bois polychrome du XVIIe siècle, une pièce magnifique qui m'était arrivée avec les doigts complètement abîmés. Pendant que je frottais doucement avec un chiffon de coton, j'ai entendu le son qui arrivait toujours à calmer mon anxiété, les notes d'un violon venant de la pièce voisine. C'était Clara, ma fille de 12 ans. Elle était en train de s'exercer. J'ai laissé l'outil sur la table de travail et je me suis approché du cadre de la porte pour l'observer sans qu'elle me voie. Clara avait les yeux fermés, son petit corps fragile se balançait au rythme de « la campanella ». Malgré son âge, elle avait une connexion avec la musique que je n'avais jamais vue chez personne, sauf peut-être chez ma grand-mère innée. Mais ce qui me faisait le plus mal et en même temps me remplissait de fierté, c'était de voir l'instrument qu'elle tenait entre le menton et l'épaule. C'était un violon affreux à première vue. Le bois était sombre, presque noir par endroits, comme s'il avait survécu à un incendie ou avait été récupéré d'un sous-sol humide. Le vernis était craquelé, plein de profondes rayures et de taches qui ressemblaient à des brûlures de cigarettes. Il ne brillait pas. Il n'avait pas cette brillance rougeâtre et élégante des violons que les autres enfants utilisaient dans l'orchestre de l'école. Les camarades de Clara se moquaient parfois d'elle, l'appelant « la fille au violon poubelle ». Mais Clara l'aimait. Elle l'aimait parce que c'était le dernier cadeau de grand-mère innée. Je me suis rappelé avec une clarté douloureuse le jour où ma grand-mère me l'avait donné. C'était quelques semaines avant qu'elle ne meure dans cette chambre d'hôpital qui sentait le désinfectant et les fleurs fanées. Ma grand-mère, qui avait toujours été une matriarche de fer, la seule personne que mon père Rogelio craignait et respectait à contre-cœur, m'a fait signe d'approcher. Elle a sorti l'étui de sous son lit. Un étui aussi abîmé que le violon lui-même. « Mireia, ma fille » m'a-t-elle murmuré d'une voix enrouée, en serrant ma main avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi malade. C'est pour Clarita, seulement pour elle. Quand j'ai ouvert l'étui et que j'ai vu l'instrument vieux et moche, je dois avouer que j'ai ressenti un instant de déception. Mon père se vantait toujours de la richesse de la famille, mais ma grand-mère me laissait une antiquité en ruine. Ne te laisse pas tromper par tes yeux, ma fille, m'a dit ma grand-mère, comme si elle lisait dans mes pensées. Ton père, Rogelio, lui, il ne voit que le prix des choses. Il voit le bois, l'or, le marbre, mais il ne voit pas l'âme. Ce violon a une âme. Sa voix est spéciale. Promets-moi que tu ne laisseras pas Rogelio le toucher. Promets-moi que Clara apprendra à l'écouter. Je lui ai fait cette promesse plus pour faire plaisir à une mourante que par conviction. Mais elle avait raison. Quand Clara a commencé à le jouer, le son qui sortait de cette boîte en vieux bois n'avait rien à voir avec son apparence. C'était un son profond, velouté, capable de remplir toute une pièce et de faire vibrer la poitrine de celui qui l'écoutait. « Maman, tu crois que grand-père va aimer ce morceau ?» demanda Clara en me sortant de mes souvenirs. Elle avait arrêté de jouer et me regardait avec ses grands yeux sombres, pleins d'innocence. J'ai senti un nœud dans mon estomac. Le simple fait de mentionner mon père suffisait à tendre mes épaules. « Bien sûr que oui, mon amour », ai-je menti en forçant un sourire, en entrant dans sa chambre et en lui caressant les cheveux. « Tu joues magnifiquement. N'importe quelle personne qui a de l'oreille saurait l'apprécier. » Clara a baissé les yeux vers son violon et a passé le doigt sur une petite fissure superficielle sur la table d'harmonie. « C'est que tante Elena a dit la dernière fois que je devrais te demander un violon neuf pour Noël.
Elle a dit que celui-ci ressemble à du bois de cheminée. J'ai soupiré en essayant de retenir la rage que me provoquaient toujours les commentaires de ma sœur Elena, la parfaite Elena, la fille qui ne s'était jamais divorcée, qui s'était mariée avec un entrepreneur à succès, celle qui vivait pour faire plaisir à papa. Tante Elena ne connaît rien à la musique, ma chérie. Ce violon était ta arrière-grand-mère innée. Il a une histoire, et les choses qui ont une histoire valent plus que les choses neuves et brillantes. Je sais, dit Clara en serrant l'instrument contre sa poitrine. Moi, je l'aime bien. Il est tout chaud quand je joue, comme si grand-mère était là. Là elle est là, ai-je assuré en embrassant son front. Maintenant, range ça et va te doucher. On doit partir dans une heure si on ne veut pas arriver en retard au dîner de réveillon. Tu sais comment ton grand-père devient avec la ponctualité. Clara acquiesça et commença à nettoyer soigneusement les cordes avec un chiffon de soie, exactement comme je lui avais appris. Je la regardais avec un mélange d'amour féroce et de peur profonde. Elle était tout ce qui me restait après mon divorce, quand mon ex-mari avait disparu en nous laissant seulement des dettes et un petit nom de famille taché par l'échec. Clara avait été mon ancre. J'avais travaillé jour et nuit à restaurer des meubles, des cadres et des statues de saints d'église pour payer ses cours de musique, son école et pour maintenir notre petit appartement au-dessus de l'atelier. Je n'avais pas besoin des millions de mon père. Je ne voulais pas de son argent s'il arrivait avec ses insultes. Mais cette nuit-là était différente. Cette nuit, c'était la veille de Noël, et au Mexique, la famille, c'est sacré, même quand cette famille te fait sentir comme une étrangère dans ton propre sang. Je ne savais pas encore que ce soir-là, le violon poubelle de grand-mère innée allait devenir le centre d'une tragédie qui changerait nos vies pour toujours. Je savais seulement que j'avais un mauvais pressentiment, une oppression dans la poitrine que même l'odeur de vernis et de bois ne pouvait pas apaiser. Je terminais de fermer les bidons de solvant dans l'atelier quand mon téléphone a vibré sur la table de travail, en faisant un bourdonnement agressif contre le bois dur. J'ai sursauté et j'ai laissé tomber un chiffon sale. Sur l'écran clignotait un nom qui provoquait toujours chez moi une réaction pavlovienne d'anxiété, Maison au papa. J'ai respiré profondément, compté jusqu'à 3, et j'ai fait glisser le doigt pour répondre. Allô? Mireia, vous êtes déjà parti? La voix de ma mère, lourde, sonnait tendue, pressée, avec ce ton de chuchotement qu'elle utilisait toujours quand mon père était proche, comme si elle avait peur que sa propre voix le dérange. On est en train de se préparer, maman. Il reste encore 1 heure avant le rendez-vous, ai-je répondu en essayant de garder une voix neutre. Ne soyez pas en retard, s'il te plaît, je t'en supplie, dit-elle. Ton père est d'une humeur difficile aujourd'hui. Les gens du service n'ont pas amené le bacalao à temps, et tu sais comment il devient. En plus, Elena et son mari sont déjà arrivés. Ils ont amené une nouvelle voiture, une Mercedes magnifique. Ton père est fasciné, il la regarde à l'entrée. Bien sûr, Elena savait toujours comment gagner des points. Une nouvelle voiture pour que papa l'admire, un gendre réussi pour que papa puisse se vanter, et des petits-enfants habillés en marque pour que papa se sente comme un patriarche glorieux. Et puis il y avait moi. On arrivera à l'heure, maman. Ne t'inquiète pas. Les Mireia. Il y a eu une pause, et j'ai pu entendre au fond le bruit des couverts en argent qui s'entrechoquaient. Ton père a dit, il a dit que si cette année tu n'amènes pas Clara pour qu'elle joue quelque chose de correct, tu ferais mieux de ne même pas te déranger à venir. Il a dit qu'il en a marre de payer la moitié de sa scolarité si la petite ne montre pas de résultats. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. La scolarité. C'était la chaîne qui me liait à lui. Même si je travaillais jusqu'à l'épuisement à l'atelier, l'école de musique de Clara et son école privée étaient impossibles à payer toutes seules. Rogelio payait la moitié, pas par bonté, mais parce qu'une Walker ne peut pas aller dans une école publique de quartier. C'était sa façon de garder le contrôle, son droit de donner son avis, de juger et d'humilier. Elle a beaucoup travaillé, maman, ai-je dit en avalant ma fierté, avec ce goût de bile qui montait dans ma gorge. Là elle va jouer magnifiquement. Il vaut mieux, ma fille. Et pour l'amour de Dieu, habille-la bien. Ne lui mets pas ces vêtements hippies que tu aimes. Mets-lui une robe, et toi, essaie de te rendre un peu présentable. Elena m'a demandé si tu allais encore venir avec tes vêtements de travail. Je serai habillé correctement. On se voit là-bas. J'ai raccroché avant qu'elle puisse dire quelque chose de plus blessant. Je suis resté planté au milieu de l'atelier avec le téléphone serré dans la main jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Des vêtements de travail. C'est comme ça qu'ils appelaient mes vêtements normaux,
mes jeans et mes chemises simples, parce qu'ils n'avaient pas de logo de designers italiens. Pour eux, j'étais le mouton noir, la tache sur la photo de famille parfaite. Je suis monté les escaliers jusqu'à l'appartement. Clara était déjà prête, assise au bord de son lit avec une robe en velours bleu foncé que j'avais trouvée dans une friperie et que j'avais ajustée à sa taille. Elle était superbe, avec ses cheveux noirs brillants attachés en tresse, serrant l'étui du violon comme si c'était une bouée de sauvetage. « C'était grand-mère Lourde ?» demanda-t-elle en voyant mon expression. « Oui, mon amour. » Elle voulait juste savoir si on était déjà en route. Je suis allé à mon armoire et j'ai sorti ma meilleure robe, un gris perle que j'avais depuis au moins 5 ans, mais qui gardait encore une certaine élégance discrète. En me regardant dans le miroir, je n'ai pas vu la femme forte et indépendante qui dirigeait sa propre entreprise de restauration. J'ai vu la petite fille effrayée qui avait grandi sous l'ombre d'un père narcissique et d'une sœur dorée. Rogelio Walker n'était pas un homme qui frappait avec ses poings, du moins pas moi. Il frappait avec les mots. C'était un architecte de l'humiliation. Depuis que j'étais petite, il avait construit mon estime de moi comme une structure fragile, prête à s'effondrer au moindre de ses commentaires. Elena était la princesse, l'intelligente, la jolie. Moi, j'étais la bizarre, la lente, celle qui était toujours couverte de poussière et de peinture. « Pourquoi tu y vas s'ils te font du mal ?» me demandait souvent mon amie et assistante à l'atelier. La réponse se trouvait dans la chambre d'à côté, en train d'accorder son violon. J'y allais pour Clara. J'y allais parce que Clara avait besoin de sentir qu'elle avait une famille, des grands-parents, des cousins. J'y allais parce que, stupidement, une partie de moi voulait encore que mon père me regarde, ne serait-ce qu'une fois, avec la même approbation avec laquelle il regardait la nouvelle voiture d'Elena. « Maman, tu peux m'aider avec la fermeture ?» Clara est entrée dans ma chambre. Je me suis penché et j'ai remonté la fermeture de sa robe. « Écoute bien, Clara », lui ai-je dit en la tournant pour la regarder dans les yeux. « Aujourd'hui, tu vas jouer pour toi et pour grand-mère Iné. Peu importe ce que dit grand-père, peu importe si tante Elena fait des grimaces. Toi, tu joues ta musique. D'accord ? Oui, maman, mais grand-père fait peur quand il se fâche. Je ne le laisserai pas te faire du mal. Je suis ta mère, je suis ton bouclier. » Ces mots allaient me hanter quelques heures plus tard, quand mon bouclier s'est révélé n'être que du papier face à la rage d'un homme qui se croyait Dieu. Nous avons pris nos affaires. L'étui du violon pesait dans ma main, pas physiquement, mais avec le poids de l'histoire et du secret qu'il portait. Nous sommes sortis dans le froid de la nuit, nous sommes montés dans ma vieille berline qui grinçait au démarrage et nous avons commencé le trajet vers les Lomas, vers la gueule du loup, vers un dîner de Noël qui était destiné à finir en désastre. Le trajet de notre quartier modeste jusqu'à la zone exclusive des Lomas, c'était comme voyager entre deux mondes. Nous avons laissé derrière nous les rues décorées de guirlandes aux couleurs criardes et les stands de ponches de rue, pour entrer dans des avenues larges, silencieuses, surveillées par des postes de sécurité privés. Là-bas, Noël n'était pas bruyant ni chaleureux, il était élégant, froid et calculé. Quand je suis arrivé devant la grille en fer forgé de la maison de mes parents, j'ai ressenti cette oppression familière dans la poitrine, comme si l'air devenait plus lourd. Le garde de sécurité, un nouvel employé qui ne me connaissait pas, a mis du temps à ouvrir, inspectant ma vieille voiture avec suspicion, jusqu'à ce que ma mère autorise l'entrée par l'interphone. J'ai garé ma voiture au fond de l'allée, le plus loin possible de l'entrée principale, en essayant de cacher sa peinture usée derrière les haies parfaitement taillées. Devant la porte principale, brillant sous les projecteurs comme des trophées de chasse, se trouvaient les véhicules de ma sœur et de son mari, un SUV blanc immaculé et la fameuse Mercedes neuve dont parlait maman, une berline noire qui ressemblait à un requin de métal. « Waouh !» murmura Clara en regardant la façade en pierre taillée, illuminée avec une précision architecturale qui ne laissait aucune ombre. « Allons-y, mon amour. » Le menton levé, lui ai-je soufflé. À peine avions-nous sonné que la porte s'est ouverte. Ce n'était pas une employée qui nous a reçus, mais Elena. Ma sœur était radieuse, je dois l'admettre. Elle portait une robe en soie rouge qui moulait parfaitement sa silhouette, et à son cou brillait un collier de diamants qui coûtait probablement plus cher que tout mon atelier. Mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. C'était une grimace préparée, la même que celle qu'elle utilisait pour les photos dans les magazines mondains. « Mireia, enfin !» s'exclama-t-elle en me donnant un baiser dans l'air près de la joue pour ne pas gâcher son maquillage. « On pensait que vous vous étiez perdu ou que ta voiture avait finalement rendu l'âme dans la montée. »« Salut, Elena. »« Joyeux Noël », dis-je en ignorant la pique. Elena baissa les yeux vers Clara.
Salut, Clarita. Quelle robe intéressante. Très rétro. Elle vient de ces bazars que ta maman aime. C'est vintage, tata, répondit Clara d'une petite voix timide, mais ferme. Elena laissa échapper un petit rire sec. Bien sûr, vintage. C'est le mot à la mode pour dire vieux. Mais entrez, entrez. Papa est dans le salon. Et essayez de ne pas trop toucher aux décorations. Cette année, maman a engagé un décorateur italien et tout est extrêmement fragile. Nous sommes entrés. La maison sentait le sapin frais et le parfum cher, une odeur qui hurlait « argent ». Dans le salon principal, un gigantesque sapin de Noël atteignait le plafond à double hauteur, décoré de boules en verre soufflé et de rubans dorés. Et là, assis dans son fauteuil en cuir préféré comme un roi sur son trône, se trouvait Rogelio Walker. Mon père avait 68 ans, mais il gardait la robustesse d'un taureau. Ses cheveux étaient complètement blancs, peignés vers l'arrière de manière impeccable, et il portait un costume en laine anglaise qui lui donnait un air d'autorité indiscutable. Il tenait un verre de whisky à la main et parlait avec Roré, le mari d'Elena. Quand il nous a vus entrer, il ne s'est pas levé. Il n'a même pas arrêté de parler tout de suite, il nous a juste lancé un regard rapide, nous scannant de la tête aux pieds. J'ai senti ses yeux s'arrêter sur mes chaussures propres mais pas neuves, puis sur l'étui du violon que Clara serrait contre elle. « Bonsoir, papa », ai-je dit en m'approchant pour lui faire un baiser sur la joue. Sa peau sentait le bois de santal et le tabac. « Tu arrives en retard, Mireia », dit-il sans rendre le baiser, acceptant le mien comme un tribut obligatoire. « Et je vois que tu continues avec cette manie de t'habiller comme pour un enterrement au lieu d'une fête. »« C'est gris perle, papa. »« C'est élégant, me suis-je défendu automatiquement. »« C'est triste, comme ta vie, » répliqua-t-il en laissant échapper un rire court et rauque, cherchant la complicité de Roré. Roré, bien sûr, sourit nerveusement. C'était un bon gars, mais il n'avait pas de colonne vertébrale devant mon père. Rogelio tourna ensuite sa grosse tête vers Clara. « Et toi, gamine, tu ne vas pas saluer ton grand-père ? Ou dans cette école de musique, il n'enseigne pas les bonnes manières ?» Clara fit un pas en avant en tremblant légèrement. « Bonjour, grand-père. » Joyeux Noël. « Qu'est-ce que tu portes là ?» demanda-t-il en montrant l'étui avec son verre de whisky. « Encore cette boîte pour cadavres ? » ?»« C'est mon violon, grand-père. »« C'est du vieux bois pour le feu, » grogna-t-il. « Ta mère devrait avoir la décence de t'acheter un instrument qui ne ressemble pas à un truc récupéré d'une décharge. Si tu vas être une musicienne médiocre, au moins, aie du bon matériel. Dans cette famille, l'image, c'est tout, tu comprends ? » « Oui, grand-père, » murmura Clara en baissant la tête. « J'espère que tu joues mieux que ce truc n'a l'air, parce que si je dois supporter des bruits de chat qu'on étrangle pendant ma veille de Noël, je préfère encore mettre un disque. »« Papa, s'il te plaît, » intervenais-je en sentant la chaleur monter dans mes joues. « Toi, tais-toi, » me coupa-t-il en frappant le verre contre la coudoir. « Remercie que je te permette de t'asseoir à ma table après les hontes que tu m'as faites avec ton divorce et ton travail de menuisière glorifié. Maintenant, asseyez-vous et ne gênez pas. Je veux finir mon whisky tranquille. » Elena, qui observait la scène depuis le bar, sourit avec satisfaction et fit un geste à ses enfants, hypnotisés par leur tablette dans un coin, pour qu'ils ne s'approchent pas de nous. Nous nous sommes assises sur le canapé le plus éloigné. Clara s'est collée à moi, son petit corps rayonnant de tension. J'ai serré sa main en essayant de lui transmettre une sécurité que moi-même je ne ressentais pas. Nous étions dans la gueule du loup, et la nuit ne faisait que commencer. La salle à manger ressemblait à une scène conçue pour intimider. La table, une pièce massive en acajou pouvant accueillir 16 personnes, était recouverte d'une nappe en lin belge si blanche qu'on avait peur de la salir. La vaisselle était en porcelaine de Limoges avec des bords dorés, et il y avait tellement de verre en cristal devant chaque assiette qu'on avait peur de bouger la main et de tout casser. On nous assit, comme d'habitude, aux places de moindre importance. Rogelio présidait la tête de table. À sa droite, la place d'honneur, Roré, le gendre à succès. À sa gauche, Elena. Ma mère, lourde, était assise à l'autre bout, loin, toujours prête à se lever pour courir à la cuisine et crier sur le personnel si la soupe n'était pas assez chaude. Clara et moi, nous fûmes relégués au milieu, en face des enfants d'Elena, 2 ados pourri gâtés, Santiago et Valentina, qui nous regardaient avec le même mélange d'ennui et de supériorité que leurs parents. Le dîner a commencé par une crème de noix qui, à mon goût, était froide, mais personne n'osait le dire.
Rogelio donnait le rythme de la conversation, ou plutôt du monologue. Cette année, la société de construction a facturé 20% de plus que l'an dernier, annonça Rogelio en coupant sa dinde avec des gestes chirurgicaux. On a conclu le contrat du centre commercial à Querétaro. Roré a été fondamental pour ça. Santé pour Roré. Nous avons tous levé nos verres. Merci, beau-père. Mais sans votre vision, rien ne serait possible, répondit Roré en lui léchant les bottes avec une grande habileté. Bien sûr que non, dit Rogelio. Il faut un Walker pour avoir de la vision. Elena, comment vont les préparatifs pour ton voyage à Bali? Elena s'illumina, posant sa fourchette pour parler avec ses mains pleines de bagues. Oh, papa, on est super excités. On part le 26. Les enfants ont besoin de skier. Tu sais comment ils deviennent s'ils ne voient pas de neige en hiver. En plus, Valentina doit pratiquer son français. Il y a un prof dans le resort qui est merveilleux. Rogelio acquiesça, mâchant lentement. Puis ses yeux de prédateur se posèrent sur moi. Je savais ce qui allait venir. Il ne supportait pas de me voir tranquille en train de manger mes romeritos. Il avait besoin de sang. Et toi, Mireia, dit-il, et la table s'est tue. Tu es toujours enfermé dans ce trou que tu appelles atelier, où tu as enfin décidé de chercher un vrai boulot? J'ai posé mes couverts doucement sur l'assiette. Mon atelier se porte très bien, papa. J'ai 3 commandes de la cathédrale de Publa. Ce sont des pièces historiques importantes. Rogelio éclata d'un rire méprisant qui fit vibrer les verres. Des pièces historiques, s'il te plaît. Tu es une nettoyeuse de vieux saints. Tu passes ta vie à enlever la merde de mouches de statues de bois pourries. On te paie combien pour ça? Ça suffit à payer ton loyer, ou tu vas encore venir me demander de l'argent ce mois-ci? J'ai senti le regard d'Elena planté sur moi, profitant du spectacle. Clara, à côté de moi, a arrêté de manger et a baissé la tête. Je ne t'ai pas demandé d'argent pour le loyer depuis des années, papa, dis-je d'une voix ferme même si je tremblais à l'intérieur. J'accepte seulement ton aide pour l'école de Clara, comme on avait dit. Et si ça me dérange que tu gâches ta vie, cria-t-il soudain en frappant la table du poing. Les couverts tintèrent. Je t'ai donné une éducation de premier ordre. Je t'ai envoyé dans les meilleures écoles. Pourquoi? Pour que tu te maries avec un bon à rien qui t'a laissé tomber, et pour que tu finisses par jouer à l'artisane. Tu es une honte pour ce nom de famille. Regarde ta sœur, regarde Roré. Eux, ils construisent le futur. Toi, tu passes ta vie à creuser dans les poubelles du passé. Le passé a de la valeur, papa, murmurai-je. Le passé est mort, comme ta grand-mère Inée, cracha Théil. Cette vieille folle t'a mis ces idées stupides dans la tête. L'art, l'âme, PFF. L'argent, c'est la seule chose qui compte. L'argent, c'est ce qui paie ce dîner. L'argent, c'est ce qui garde ta fille au chaud. Elena intervint avec sa voix douce et venimeuse. Oh, papa, ne te fâche pas. Tu sais bien que Mireia est spéciale. Elle a toujours été la bohème de la famille. Tout le monde ne peut pas avoir ton ambition. Ce qui lui manque, c'est l'ambition, grommela Rogelio en buvant une longue gorgée de vin. Et en parlant de manque d'ambition, Clara. Ma fille leva les yeux, effrayée. Oui, grand-père? Ta mère dit que tu es un génie de la musique, que c'est pour ça que je dois payer cette école hors de prix. Je ne suis pas un génie, grand-père, j'aime juste jouer, répondit-elle doucement. Eh bien, il vaut mieux que tu joues comme un ange, parce que je pense sérieusement à fermer le robinet. Si je ne vois pas de résultat, c'en est fini de l'école de musique. Il y a des écoles publiques très bien où peuvent aller les enfants de mères célibataires sans métier. Papa, m'exclamai-je, incapable de me retenir. Ne menace pas la petite. Je ne la menace pas. Je lui montre comment marche le vrai monde. Dans le vrai monde, si tu ne produis pas, tu ne manges pas. Alors quand vous aurez fini d'engloutir votre repas, je veux voir ce spectacle. Je veux voir si mon argent est bien investi ou si je le jette à la poubelle, comme j'ai jeté mon argent dans ton éducation. Le reste du dîner s'est déroulé dans un silence de cimetière, seulement brisé par le bruit des couverts contre la porcelaine. La nourriture, délicieuse et chère, avait pour moi le goût de la cendre. J'ai regardé Clara. Elle était pâle. Ses petites mains serraient la serviette sur ses genoux. Je savais qu'elle était terrorisée,
mais je voyais aussi autre chose dans ses yeux, de la détermination. La même détermination que je voyais quand elle affrontait une partition difficile. Elle allait jouer, pas pour lui, mais malgré lui. Ce que je ne savais pas, c'est que cette détermination serait la mèche qui ferait exploser la bombe à retardement qu'était devenu mon père. La tragédie était déjà servie sur la table, à côté de la dinde et du bacalao. Après le dîner, nous sommes retournés au salon principal. L'ambiance était lourde, épaisse comme la fumée des cigares que mon père et Roré avaient allumés. Rogelio s'assit de nouveau dans son fauteuil en cuir, un verre de cognac à la main, prenant la posture d'un juge romain sur le point de décider du sort d'un gladiateur dans l'arène. Elena et sa famille se sont installés sur les canapés latéraux, chuchotant et ricanant, prêts pour le spectacle. « Bien », dit Rogelio en soufflant une nuée de fumée vers le plafond. « Voyons ce que la petite sait faire. » Clara, au centre. Je me suis levé pour aider Clara à sortir le violon de son étui. Mes mains tremblaient légèrement pendant que j'ouvrais les fermoirs rouillés. Quand j'ai sorti l'instrument, j'ai entendu un petit rire étouffé de Santiago, le fils aîné d'Elena. « Maman, regarde ça », murmura-t-il assez fort pour que tout le monde l'entende. On dirait qu'ils l'ont sorti d'un incendie. Elena lui donna un coup de coude. « Chut, mon chéri, c'est une antiquité. » J'ai ignoré leurs commentaires et j'ai tendu le violon et l'archet à Clara. Je me suis penché à sa hauteur et j'ai remis une mèche de cheveux derrière son oreille. Sa peau était froide. « Respire », lui ai-je soufflé. « Il n'y a que toi et la musique. Imagine que tu es dans l'atelier avec l'odeur du bois. Imagine que grand-mère Iné est assise sur ce fauteuil vide. » Clara acquiesça, ferma les yeux une seconde et expira profondément. Elle plaça le violon sous son menton, ajusta sa posture et leva l'archet. Elle a choisi l'Ave Maria de Schubert. Un choix risqué, vu sa charge émotionnelle, mais c'était le morceau préféré de grand-mère. La première note est sortie un peu tremblante, fine comme un fil de soie sur le point de se casser. Rogelio souffla bruyamment, croisant les jambes avec impatience, mais ensuite Clara a trouvé son centre. La deuxième note fut ferme, claire et douloureusement belle. Le son qui sortait de ce « violon poubelle » était un miracle. C'était une voix humaine, profonde et résonnante, qui remplissait le salon au plafond haut, rebondissant sur le marbre et le cristal. La mélodie montait, douce et mélancolique, racontant une histoire de tristesse et d'espoir qui semblait trop grande pour être comprise par une fille de 12 ans. Pendant un moment, le cynisme dans la pièce a disparu. Roré a cessé de regarder son téléphone. Les enfants d'Elena ont levé les yeux de leurs écrans, surpris. Même Elena a perdu son sourire moqueur, remplacé par une expression de confusion et de jalousie mal cachée. Mais la réaction de mon père, elle, a été différente. Je l'observais attentivement. Au début, j'ai vu de la surprise dans ses yeux. Mais à mesure que la musique devenait plus belle et plus complexe, la surprise s'est transformée en irritation. Sa mâchoire s'est crispée. Ses yeux se sont plissés. Rogelio Walker ne supportait pas qu'on lui vole la vedette, et à ce moment-là, dans sa propre maison, lors de sa propre fête, une fille de 12 ans avec un violon poubelle et une mère, ratée, était en train de capter l'attention de tout le monde. Elle était en train de montrer du talent, quelque chose que l'argent de Rogelio ne pouvait pas acheter. Et pire encore, elle jouait la chanson de sa mère, Iné, la femme qui l'avait toujours fait se sentir petit. Clara arrivait au crescendo du morceau. Ses doigts volaient sur la touche. Son corps se balançait avec la musique. Elle était en transe, protégée par son art. Rogelio a commencé son attaque. D'abord, ce fut un raclement de gorge fort. Puis il a commencé à taper rythmiquement son anneau en or contre le cristal de son verre de cognac. Clin, clin, clin. Un son aigu, discordant, fait pour casser la concentration. Clara a légèrement froncé les sourcils, mais elle a continué à jouer. Rogelio a augmenté le volume. Il s'est mis à taper avec les doigts sur le bras en bois de son fauteuil, hors rythme, créant un bruit sourd et agaçant. « C'est encore long ?» demanda-t-il à haute voix, en s'adressant à Elena. « C'est très ennuyeux. On dirait un enterrement. » Clara a vacillé. L'archet a glissé imperceptiblement, salissant une note, mais elle s'est vite reprise. « Papa, s'il te plaît, laisse-la finir », ai-je supplié dans un murmure désespéré depuis mon coin. « C'est ma maison », aboya-t-il sans arrêter de taper des doigts. « Si je paye pour ça, j'exige que ce soit divertissant. Joue quelque chose de plus joyeux. De la musique mexicaine, un guapango. »
quelque chose qui serve à quelque chose. Clara était visiblement perturbée. Son visage était rouge maintenant. Elle arrivait à la note finale, un aigu tenu qui demandait une précision absolue. Rogelio se leva brusquement, renversant un peu de cognac sur le tapis. « Ça suffit les couinements » cria-t-il. Le mouvement soudain et le cri ont effrayé Clara. Sa main s'est crispée. L'archet a glissé horriblement sur les cordes, produisant un son aigu et faux, comme un cri brisé. Le « canard » a résonné dans le silence soudain de la salle. La musique s'est arrêtée. Clara a baissé le violon, respirant difficilement, les yeux pleins de larmes. « Pardon » balbutia-t-elle. « C'est que tu m'as fait peur, grand-père. » Le silence qui a suivi était lourd, chargé d'électricité statique. Tout le monde regardait Rogelio. « Qu'est-ce que tu as dit » demanda-t-il avec une voix basse et dangereuse, avançant lentement vers elle. « Quoi, que tu m'as fait peur » répéta Clara en reculant d'un pas. « Clara, tais-toi » criai-je, me levant et courant vers eux. Mais c'était trop tard. Rogelio se tenait devant elle, une tour de fureur et d'alcool. « Mais tu es en train de me blâmer, moi » rugit-il, le visage rouge de colère. « Mais tu joues comme une incapable, comme ta mère, et tu as le culot de me blâmer, moi qui te nourris. Petite insolente. Je ne suis pas incapable. Grand-mère Iné disait que... » Clara a essayé de se défendre en invoquant le seul nom qu'elle croyait capable de la protéger. Ce fut une erreur fatale. « Ta grand-mère est morte » hurla Rogelio. « Et toi, tu es une ingrate qui doit t'apprendre le respect. » Et là, c'est arrivé. Le temps sembla ralentir, comme si l'univers retenait sa respiration devant l'horreur qui venait. J'ai vu la main de mon père se lever. C'était une grande main, lourde, avec une bague en or massif au doigt annulaire. Ce n'était pas un geste impulsif, c'était un mouvement calculé, chargé d'années de ressentiment, de frustration et de ce besoin maladif de domination. Non. Mon cri est sorti de ma gorge comme une déchirure, mais j'étais à 3 mètres de distance. Trop loin. La main de Rogelio est descendue à une vitesse brutale. Paf. Le son de l'impact a été sec. Obscène. La paume ouverte de mon père frappa le côté gauche du visage de Clara de toute sa force. Le petit corps de ma fille fut projeté sur le côté comme une poupée de chiffon. Clara poussa un cri étouffé, court, et trébucha sur ses propres pieds, tombant lourdement contre l'angle de la cheminée en faux marbre. Le violon s'échappa de ses mains, glissant sur le parquet ciré jusqu'à s'arrêter près des bottes de mon père. « Ah Clara !» Je me suis jeté par terre, glissant sur les genoux jusqu'à elle. Clara était en état de choc. Ses yeux étaient grands ouverts, remplis d'une terreur liquide. Elle tenait la main sur sa joue, qui commençait déjà à prendre une couleur rouge violente, avec la marque des doigts de mon père qui se dessinait peu à peu. Mais le pire, c'était le sang. Un filet de sang rouge vif sortait du coin de sa bouche, tachant ses dents blanches et coulant sur le col en dentelle de sa robe vintage. « Maman » gémit elle, d'une voix petite et cassée. Je l'ai serré contre moi avec férocité, couvrant son corps du mien, tournant la tête pour regarder le monstre qui venait de déclencher ce cauchemar. Rogelio se tenait debout, respirant avec difficulté, la poitrine se soulevant et s'abaissant. Il se frottait la main avec laquelle il avait frappé, comme si le coup lui avait fait mal à lui aussi. Il n'y avait aucun regret dans ses yeux. Il n'y avait que du défi. « Ça lui apprendra à ne pas répondre » grogna-t-il, la voix tremblante d'adrénaline. « Dans cette maison, on respecte la hiérarchie. »« C'est une enfant » criai-je, les larmes de rage brûlant mes yeux. « C'est ta petite fille. Tu lui as ouvert la bouche. » Je lui ai ouvert l'orgueil. « Et c'est ce qui lui fait le plus de mal » répliqua-t-il en me montrant du doigt. « Et toi, c'est de ta faute, parce que tu l'as élevée si faible, si insolente. » Tout à coup, le regard de Rogelio tomba sur le violon qui gisait à ses pieds. L'instrument avait survécu à la chute, miraculeusement entier, même si le chevalet avait bougé. Voir l'objet de l'affection de Clara, ce symbole de grand-mère innée qu'il haïssait tant, sembla allumer une nouvelle mèche dans sa folie. « Et cette poubelle » marmonna-t-il en regardant le violon avec un dégoût pur. « Cette poubelle est la cause de tout. Ça lui remplit la tête de bêtises. Ça lui fait croire qu'elle est spéciale. Ne le touche pas, avertis-je, ma voix descendant d'une octave, se transformant en grognement. Rogelio n'ose pas le toucher. Il sourit. C'était un sourire cruel.
Le sourire d'un enfant méchant qui sait qu'il va casser le jouet préféré de son frère. Oh, et qu'est-ce que tu vas faire, Mireia? Tu vas pleurer? Tu vas partir? Rien ici ne t'appartient. Même pas cet air ne t'appartient. C'est moi qui décide ce qui entre et ce qui sort de ma maison, et j'ai décidé que je ne veux plus de vieilles poubelles qui traînent dans mon salon. Il se pencha avec une agilité surprenante pour son âge et attrapa le violon par le manche. En voyant ce qui allait se passer, Clara essaya de sortir de mes bras. Non. Le violon de grand-mère, non, supplia-t-elle, la bouche pleine de sang. Rogelio leva l'instrument au-dessus de sa tête. On aurait dit un bourreau sur le point d'exécuter une sentence. Ses yeux croisèrent les miens une dernière seconde, et j'y vis un vide total d'empathie. Fini le bruit, hurla-t-il, et avec un mouvement violent, il abattit le violon contre l'angle de la table basse. Une table en marbre massif et bronze. Crac. Le son fut déchirant. Ce n'était pas seulement du bois qui se cassait, on aurait dit des os qu'on brisait, comme le cri agonisant de quelque chose de vivant. Le violon explosa. La caisse de résonance se fendit en deux. Des éclats d'épicéa et d'érable volèrent dans l'air comme des éclats d'obus. Le manche se sépara du corps, suspendu seulement par les cordes en boyaux tendus qui se tordaient comme des serpents agonisants. Rogelio le frappa encore une fois, puis une autre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un tas de bois brisé et de vernis écaillés sur le tapis perçant. Ensuite, il laissa tomber le manche cassé, haletant. « Voilà, dit-il en ajustant les poignets de sa chemise. Le problème résolu. Le salon resta plongé dans un silence de mort. Elena avait les mains sur la bouche, mais ne bougeait pas. Roré regardait le sol, honteux, mais lâche. Les enfants étaient paralysés. Ma mère, lourde, fut la première à réagir, mais elle ne courut pas vers sa petite fille en sang. Elle ne courut pas vers sa fille. Elle courut vers son mari. « Oh, Rogelio, pour l'amour de Dieu, dit-elle d'une voix tremblante en lui prenant le bras. Tu vas te faire mal. Attention, assieds-toi, s'il te plaît. Elena, apporte un verre d'eau à ton père. Oui, maman. Elena s'activa immédiatement, soulagée d'avoir une tâche. J'y vais. Je regardais la scène avec incrédulité. Ma fille saignait dans mes bras. L'héritage de ma grand-mère était réduit en miettes par terre, et elle s'inquiétait pour la tension artérielle de l'agresseur. À ce moment-là, quelque chose en moi est mort. L'espoir d'être accepté, le désir d'avoir une famille, la peur de la désapprobation de mon père. Tout ça est mort d'un coup. Et dans le vide laissé par ces sentiments, quelque chose de nouveau est né, quelque chose de froid, dur et tranchant. Je me suis levé lentement, aidant Clara à se relever. Je lui ai essuyé le sang du menton avec le bord de ma manche. « Est-ce que ça va ?» lui ai-je demandé doucement. Clara acquiesça en sanglotant en silence, regardant les restes de son violon. « Il l'a tué, maman. »« Il a tué grand-mère, dit-elle. »« Non, mon amour, dis-je. » Ma voix me semblait étrange à moi-même, calme et mortelle. Il croit qu'il l'a fait, mais il vient de commettre la plus grosse erreur de sa vie. J'ai mis la main dans mon sac et j'ai sorti mon téléphone portable. Rogelio, désormais assis et buvant l'eau qu'Elena venait de lui apporter, me regarda avec mépris. « Tu vas appeler qui? Ton ex-mari pour qu'il vienne te défendre? Ah non, attends, lui aussi t'a abandonné parce qu'il ne te supportait plus. » Je n'ai pas répondu. J'ai composé 3 chiffres. 9. 1. Elena, en voyant l'écran de mon téléphone, pâlit. « Mireia, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle, la voix aiguë de panique. « Tu appelles qui ?» J'ai mis le téléphone sur haut-parleur pendant que l'opératrice répondait. « Urgence, 911. »« Quelle est votre urgence ?» J'ai regardé mon père droit dans les yeux. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas baissé le regard. « J'ai besoin d'une patrouille et d'une ambulance au numéro 890, Paseo de la Reforma, à Loma de Chapultepec, dis-je en articulant chaque mot clairement. Il y a un homme violent qui vient d'agresser physiquement une mineure et qui a détruit un bien privé. La petite est en train de saigner. » Le verre d'eau glissa de la main de Rogelio et tomba au sol, mouillant le tapis. Mais cette fois, il n'y eut pas de bruit de verre cassé. Il n'y eut que le bruit de la peur qui entrait dans la pièce. L'annonce de mon appel tomba sur le salon comme une bombe atomique. Pendant quelques secondes, personne ne respira. La voix de l'opératrice continuait à demander des détails dans le haut-parleur,
avec un son métallique et irréel au milieu du luxe de ce salon. Madame, l'agresseur est toujours là? Il a des armes? Oui, il est toujours là. C'est mon père. Il n'a pas d'armes, mais il est très agressif et sous l'effet de l'alcool, répondis-je sans détourner les yeux de Rogelio. Raccroche ce téléphone, hurla Elena, brisant la stupeur. Elle se jeta sur moi comme une furie, essayant de m'arracher le portable. Mireia, tu es folle? C'est ton père. Tu ne peux pas appeler la police. Je me suis tourné, protégeant le téléphone avec mon corps, et je l'ai repoussé avec l'épaule avec une force que je ne me connaissais pas. Ne me touche pas, lui criai-je. Me touche à ma fille, et je te jure que je te dénonce aussi pour complicité. Elena recula, surprise par ma férocité. Elle ne m'avait jamais vu comme ça. J'avais toujours été la sœur docile, l'ombre. Rogelio se leva de son fauteuil, le visage congestionné, passant du rouge au violet. Ingrate, rugit-il en faisant un pas vers moi. A appelé la police chez moi. À moi. Je suis Rogelio Walker. C'est moi qui ai construit cette ville. Les flics mangent dans ma main. Raccroche tout de suite et dégage d'ici avant que je te tue. Madame, nous avons déjà envoyé des unités. Restez en ligne et éloignez-vous de l'agresseur, indiqua l'opératrice, qui avait entendu les menaces. Nous allons attendre dehors, dis-je, et je raccrochai. J'ai pris Clara par la main. Viens, ramasse les morceaux, lui dis-je. Quoi, sanglota Clara. Ramasse chaque morceau du violon. Tout, jusqu'aux plus petites échardes. C'est la preuve. Et ses grands-mères. On ne va pas la laisser ici avec eux. Clara, tremblante, s'agenouilla et commença à ramasser les bouts de bois. Je l'ai aidée en enveloppant les fragments dans la nappe en lin beige de la table basse, ignorant les cris de ma mère. Mireia, pour l'amour de Dieu, pleurait maman en se tordant les mains. Pense au scandale. Les voisins. C'est la veille de Noël. Papa était juste en train de l'éduquer. C'était un accident. Dis que c'était un accident. Regarde le visage de ta petite fille, maman, dis-je en montrant la lèvre ouverte de Clara. Ça, c'est un accident? Ça, c'est de l'éducation? C'est de la discipline, intervint Elena, qui avait retrouvé son arrogance. Les enfants d'aujourd'hui sont en cristal. Quelques fessées ou une gifle, ça ne tue personne. Mais toi, tu dois toujours faire un drame. Tu sais ce que ça va faire à la réputation de papa? Roré a des affaires importantes. Ça va sortir dans les journaux. J'espère que ça sortira en première page, répondis-je froidement. À ce moment-là, les lumières bleues et rouges des sirènes se mirent à se refléter sur les murs du salon à travers les grandes fenêtres. La police était arrivée vite. Dans les lomas, l'argent achetait la rapidité de réponse. La sonnette retentit avec insistance. « N'ouvre pas », ordonna Rogelio à la femme de ménage qui s'était montrée, effrayée. « Personne ne rentre ici. » Mais les coups sur la porte étaient autoritaires. « Police, ouvrez. » C'est moi qui ai ouvert. 2 policiers sont entrés, les mains proches de leur holster, sur leur garde. Derrière eux, des ambulanciers. « Et qui a appelé ?» demanda le policier le plus grand, un homme au visage sérieux. « C'est moi, ai-je dit. » Cet homme, Rogelio Walker, a frappé ma fille de 12 ans au visage et a détruit son instrument de musique. Le policier regarda Clara. Le sang, même s'il commençait à sécher, était évident. Sa pommette gonflait visiblement. Puis il regarda Rogelio, debout à côté de la cheminée, essayant de retrouver sa posture d'homme important. « Officier, c'est un malentendu de famille, » dit Rogelio en utilisant sa voix de chef, celle qu'il utilisait avec ses contremaîtres. « Je suis l'architecte Walker. Je connais votre commandant. C'est juste une crise de ma fille hystérique. Vous pouvez repartir, je vais régler ça. Tenez. » Il mit la main dans sa poche et en sortit un paquet de billets bien épais. « Pour que vous preniez un soda pour le dérangement. » Le policier regarda l'argent, puis regarda Rogelio avec une expression indéchiffrable. Dans le « vieux » Mexique, ça aurait marché, mais il y avait des caméras sur les gilets des policiers, des ambulanciers présents, et une petite fille en sang. « Rangez votre argent, monsieur. » C'est une tentative de corruption, dit le policier. « Madame, voulez-vous porter plainte ?» Le salon retint son souffle.
Ma mère me regardait avec des yeux suppliants. Elena me regardait avec une haine pure. Rogelio me regardait avec défi, convaincu que je n'oserais pas. Ses yeux disaient, « Je suis ton père. Sans moi, tu n'es rien. » J'ai regardé Clara. J'ai regardé le paquet de bois brisé dans ses bras. « Oui, dis-je. Je veux porter plainte pour coups et blessures sur mineurs et destruction de propriété. Je veux qu'on l'emmène. » Mireia, non. Hurla maman. Le policier hocha la tête. Il s'approcha de Rogelio. « Monsieur Walker, tournez-vous et mettez vos mains derrière le dos. » « Quoi ? Vous ne savez pas qui je suis. »« Je suis intouchable, » rugit Rogelio en reculant. « Tournez-vous maintenant, » ordonna l'agent en sortant les menottes. Rogelio essaya de résister en gesticulant, mais le deuxième policier le saisit et le plaqua contre le canapé. On entendit le bruit métallique, froid et définitif, clac, clac. Voir mon père, le tout-puissant Rogelio Walker, menotté comme un délinquant ordinaire dans son propre salon, fut une image gravée à jamais dans ma mémoire. Son visage était un mélange d'incrédulité et de rage. « Tu vas me le payer, Mireia » hurla-t-il pendant qu'on le poussait vers la porte. « Je te déshérite. Tu es morte pour moi. »« Morte ? Papa. Papa » cria Elena en courant derrière les policiers, en larmes. « Ne l'emmenez pas. Roré, fais quelque chose. Appelle l'avocat. » Les ambulanciers examinèrent Clara rapidement. « Elle a besoin de poings à la lèvre, madame. On doit l'emmener à l'hôpital. »« Allons-y, dis-je. » Nous avons quitté la maison derrière la police. Les voisins étaient sortis sur leur balcon, attirés par les lumières et le vacarme. Le grand Rogelio Walker, monté dans une voiture de police le soir de Noël. Avant de monter dans l'ambulance, je me suis retourné pour regarder une dernière fois la maison. Elena était sur le pas de la porte, serrant maman dans ses bras, toutes les deux me regardant comme si j'étais le diable. « Ça ne restera pas comme ça » me cria Elena. « Tu viens de détruire la famille. »« Non, Elena » murmurai-je pour moi-même en montant dans l'ambulance et en fermant la porte. « Je viens juste de sortir les poubelles. » La salle d'attente de l'hôpital public était un endroit triste pour passer Noël, mais au moins, c'était réel. Il n'y avait ni nappe en lin ni hypocrisie, seulement l'odeur d'antiseptique et le bruit des distributeurs automatiques. Clara a reçu 3 points de suture à la lèvre. Elle a été courageuse. Elle n'a pas pleuré pendant que le médecin cousait sa peau délicate, mais son silence m'inquiétait plus que ses larmes. Quand on nous a enfin laissé sortir, il était 3 heures du matin. Nous sommes retournés à notre petit appartement au-dessus de l'atelier. L'endroit était glacé. Nous n'avions pas de chauffage central, seulement un vieux radiateur électrique. J'ai couché Clara dans mon lit et je suis resté à ses côtés, lui caressant les cheveux jusqu'à ce que la fatigue la fasse dormir. Sur la table de nuit, enveloppée dans la nappe en lin volé, tachée de sang et de vernis, reposaient les restes du violon. On aurait dit un cadavre. Je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de thé, en regardant mon téléphone. L'enfer s'était déjà déclenché. J'avais 40 appels manqués, 20 de maman, 15 d'Elena, 5 de Roré. Et des messages, des centaines de messages, non seulement d'eux, mais d'oncles, de cousins et d'amis de la famille qui avaient entendu parler du scandale. J'en ai ouvert un de ma tante Gertrudie. « Ah, comment as-tu pu faire ça à ton père ? C'est un homme âgé. Quelle honte d'avoir une nièce aussi ingrate. Dieu te punira. » Un autre d'Elena. « Papa est déjà sorti sous caution. L'avocat dit qu'on va te détruire. On va te retirer la garde de Clara pour instabilité mentale. Prépare-toi, salope. Tu vas finir à la rue. » La peur m'a frappé comme une vague d'eau glacée. La caution, bien sûr. L'argent de Rogelio l'avait fait sortir en quelques heures. Maintenant, il était libre, furieux et entouré d'une armée d'avocats. Qu'est-ce que j'avais fait ? J'avais condamné ma fille à une vie de misère. Il avait le pouvoir de faire annuler mes contrats avec l'Église. Il pouvait me bloquer dans toute la ville. Il pouvait vraiment essayer de me retirer Clara en disant que je n'avais pas les moyens de subvenir à ses besoins. J'avais envie de vomir. L'euphorie de la rébellion s'était dissipée, laissant place à la terreur de la réalité. J'étais une restauratrice avec des revenus modestes contre un géant de la construction. David contre Goliath, mais sans fronde. Le lendemain,
la réalité a frappé encore plus fort. Le propriétaire de l'immeuble où se trouvait mon atelier et mon logement est venu me voir à 10 heures du matin. C'était un vieil ami de mon père. Mireya, je suis vraiment désolé, dit-il sans me regarder dans les yeux. Mais j'ai besoin du local. Mon fils veut monter un business ici. Tu as jusqu'à la fin du mois pour partir. Don Anselmo, j'ai un contrat jusqu'à l'année prochaine, protestai-je en sentant le sol s'ouvrir sous mes pieds. Regarde la clause 6. Je peux résilier pour usage abusif ou besoin familial. Écoute, je ne veux pas de problème avec Don Rogelio. Il m'a appelé personnellement. Il a dit que si je continue à te louer, mes contrats avec sa société de construction seront annulés. Tu comprends, c'est mon business. Voilà le bras long de Rogelio Walker. Non seulement il m'avait déshérité, mais il voulait m'effacer. Il voulait que je rampe jusqu'à sa porte pour demander pardon pour pouvoir manger. J'ai fermé la porte et je me suis laissé glisser jusqu'au sol en pleurant. Où irions-nous? Comment paierais-je l'école de Clara? Comment paierais-je un avocat pour me défendre de la plainte qui allait sûrement arriver? Clara est sortie de la chambre avec la lèvre enflée et violette. Elle m'a vu en train de pleurer par terre. Maman, ils vont nous mettre dehors, demanda-t-elle. J'ai essuyé mes larmes avec rage. Non, je ne pouvais pas la laisser me voir comme ça. Ne t'inquiète pas, mon amour. On trouvera quelque chose. On peut réparer le violon, demanda-t-elle en regardant le paquet posé sur la table. J'ai regardé les restes. C'était impossible. Il était réduit en miettes. Mais alors, je me suis souvenu de quelque chose. Je me suis souvenu de mon ancien maître, le professeur Rossi. C'était le meilleur expert en lutherie et en antiquité de tout le Mexique. Il vivait à la retraite à Coyoacán. Il avait connu ma grand-mère Inée. Peut-être qu'il ne pourrait pas le réparer au point de le rejouer, mais peut-être qu'il pourrait le restaurer assez pour le garder en souvenir. Ou peut-être qu'il pourrait me dire si ça valait quelque chose, ne serait-ce que quelques pesos pour le bois. Tout aiderait, maintenant que nous étions sur le point de nous retrouver à la rue. Bon, on va essayer, Clara, dis-je en me levant. Bon, on va aller voir le maître Rossi. Je n'avais aucune idée que ce voyage à Coyoacán ne serait pas un simple trajet pour recoller des morceaux de bois, mais un voyage vers la découverte d'un secret qui changerait totalement le rapport de force. Je pensais transporter du bois brûlé dans cette nappe. Je ne savais pas que je portais la clé de notre liberté et la sentence de mort financière de mon père. J'ai empaqueté les fragments avec un soin extrême, comme s'il s'agissait d'ossements sacrés. Nous sommes montés dans la vieille voiture et nous avons pris la route vers le sud de la ville, pendant que mon téléphone continuait à vibrer sous les menaces d'une famille qui n'était déjà plus la mienne. J'étais seul, apeuré et ruiné, mais j'avais ma fille et j'avais la vérité. Très vite, j'allais découvrir combien valait vraiment cette vérité. Le trajet jusqu'à Coyoacán fut un calvaire silencieux. Ma vieille berline avançait en toussant dans le trafic dense de la ville de Mexico, une bête de métal et de fumée qui reflétait bien mon état intérieur. Clara dormait sur le siège passager, la tête appuyée contre la vitre froide, mais ses mains bougeaient encore dans son sommeil, comme si elle essayait toujours de jouer une mélodie qui n'existait plus. Sur le siège arrière, enveloppé dans la nappe en lin taché de sang séché et de vernis craquelé, le cadavre du violon voyageait avec nous. Chaque nid de poule que la voiture touchait m'envoyait une douleur dans la poitrine. Ce n'était pas juste du bois cassé, c'était la mémoire de grand-mère Inée réduite en morceaux par l'ego de mon père. En conduisant, les larmes me brouillaient la vue, mais je ne me suis pas autorisé à m'arrêter. Je ne pouvais pas. Si je m'arrêtais, le poids de la réalité ou l'expulsion imminente, la plainte, la haine de ma famille m'écraserait. Nous sommes arrivés chez le maître Rossi au moment où le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel d'un orange sale. La maison était une vieille construction cachée derrière de hauts murs couverts de bougainvilliers, une sorte d'oasis de silence au milieu du chaos urbain. Le maître Rossi m'a reçu à la porte. À ses 80 ans, le luthier italien paraissait fragile, comme un vieil oiseau, mais ses yeux bleus derrière ses lunettes épaisses gardaient encore cette étincelle de curiosité que je connaissais de mes années d'étudiante. « Mireya, bambina », dit-il avec son accent chantant en ouvrant les bras. « Ça fait si longtemps. Mais, mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as l'air terrible. » Je n'ai pas pu répondre. Je suis simplement entré avec le paquet de lin dans les bras, comme si je portais un enfant blessé, et je l'ai déposé doucement sur sa table de travail principale, sous la lumière blanche et froide des lampes de précision. « J'ai besoin que tu me dises s'il y a quelque chose à sauver, murmurai-je d'une voix cassée.
Ou si au moins le bois vaut quelque chose. Rossi me regarda avec inquiétude. Puis il posa son regard sur le paquet. Ses mains, qui tremblaient légèrement à cause de l'âge, devinrent soudain fermes en touchant le tissu. Il commença à déballer la nappe avec une délicatesse extrême. Quand la dernière couche de lin tomba, révélant le chaos des échardes, le manche décapité et la caisse de résonance fendue en deux, Rossi laissa échapper un soupir qui ressemblait à un gémissement funèbre. « Mon Dieu !» murmura-t-il en portant une main à sa bouche. « Ce n'est pas un accident, Mireia. C'est un meurtre. Qui a fait ça ? Mon père, avouai-je, la honte me brûlant le visage. Il l'a fracassé contre une table en marbre. » Rossi secoua la tête, marmonnant des jurons en italien pendant qu'il allumait une lumière ultraviolette et mettait une loupe de bijoutier à son œil. « Voyons ce qu'on a là, dit-il. » Le silence s'installa dans l'atelier. On n'entendait que le tic-tac des vieux réveils accrochés au mur et la respiration saccadée de Clara, qui s'était réveillée et observait depuis une chaise dans un coin. Rossi prit le plus gros fragment du fond, le tourna sous la lumière, le sentit, passa le bout des doigts sur la surface rugueuse et sale du vernis. Tout à coup, il s'arrêta. Son front se plissa. « Mireia, passe-moi le dissolvant doux. »« Le numéro 4, dit-il. » Je lui tendis le flacon. Rossi imbiba un coton-tige et se mit à frotter très délicatement dans un coin intérieur du fragment, là où le bois était plus sombre, presque noir, à cause d'années de crasse et de ce qui ressemblait à de la suie. « Et qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je avec un frisson dans la nuque. « Ce vernis, » murmura Rossi sans arrêter de frotter. « L'île est horrible. C'est une couche épaisse, bon marché, appliquée sans soin. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour que ce violon ait l'air d'une poubelle, mais en dessous... » Il continua de frotter. Le coton sortit noir. Il en prit un autre, puis un autre. Petit à petit, sous la croûte noire, commença à apparaître un ton doré, profond et translucide, qui brillait sous la lumière UV, comme s'il y avait du feu emprisonné dedans. Rossi abandonna le coton et prit une pince. Il se pencha sur l'intérieur de la caisse brisée. Là, collée sur le bois, couverte de poussière de plusieurs décennies, il y avait une étiquette de papier jaunâtre, déchirée en deux à cause du choc. « Approche » ordonna Rossi. Sa voix n'était plus celle d'un vieux gentil, mais celle d'un expert qui vient de trouver la tombe d'un pharaon. Je me suis approché et j'ai regardé à travers la loupe. L'étiquette était écrite en latin, avec une typographie ancienne et effacée. J'ai pu lire « Joseph Guarnerius fecit Cremonai 17 ». J'ai senti mes jambes flancher. « Guarnerius » demandai-je, incrédule. « C'est une copie, non ? Il y a des milliers de copies allemandes du XIXe siècle. » Rossi se redressa et me regarda droit dans les yeux. Il était pâle. « Mireia, j'ai consacré 60 ans de ma vie à étudier les violons de Crémone, dit-il. Je connais la texture de l'épicéa italien. Je connais le motif de croissance des cernes du bois pendant le petit âge glaciaire. Je connais l'odeur du vernis secret des maîtres. » Il fit une pause dramatique en prenant mes mains dans les siennes. Ce n'est pas une copie allemande. La volute sculptée à la main, l'asymétrie caractéristique des ouïes, la profondeur du vernis original que quelqu'un a essayé de cacher. Ce violon est un Garnery d'El Jesu authentique, probablement de la période tardive, vers 1735. Le monde s'est arrêté. L'atelier tournait autour de moi. Un Garnery, répétai-je bêtement. Mais grand-mère Inée, elle n'a jamais dit. Ta grand-mère Inée était une femme très intelligente, dit Rossi en regardant à nouveau les fragments avec respect et tristesse. Elle savait probablement que si quelqu'un découvrait ce que c'était, ton père ou quelqu'un d'autre le vendrait. Elle l'a caché à la vue de tous. Elle l'a déguisé en poubelle pour le protéger. J'ai regardé les morceaux sur la table. Ce n'étaient plus des déchets. C'était de l'histoire, de la légende, et mon père les avait détruits. Maestro, dis-je, la gorge sèche. Combien ça vaut ? Rossi soupira, mélange de tristesse et d'étonnement. Dans cet état, cassé, sa valeur a été beaucoup réduite, répondit-il. Mais restaurée, ou même telle qu'elle, à cause de sa provenance et de sa rareté, on parle d'une perte patrimoniale incalculable. J'ai besoin d'un chiffre, dis-je, pensant au procès, à la caution de mon père, à l'expulsion. J'ai besoin d'un chiffre pour le juge. Rossi fit un calcul rapide dans sa tête. S'il était intact, sur le marché actuel,
un garnerie de cette période pourrait atteindre entre 3 et 6 millions de dollars, dit-il. Dans l'état où il se trouvait avant la destruction, en tenant compte de sa provenance historique, l'estimation prudente de la perte est d'au moins 3 millions et demi de dollars américains. 3 millions et demi de dollars. Soit environ 70 millions de pesos. J'ai dû m'accrocher au bord de la table pour ne pas tomber. Mon père n'avait pas cassé un jouet de 5000 pesos. Il avait détruit une fortune. Il avait détruit l'avenir de Clara, l'héritage de la famille et quelque chose qui appartenait à l'histoire de l'humanité. J'ai regardé Clara. Elle ne comprenait pas l'importance du chiffre, mais elle comprenait que son violon était spécial. Alors, il était magique, maman, demanda-t-elle. Oui, mon amour, répondis-je, et un sourire froid, sans joie mais plein de puissance, se dessina sur mon visage. Il était très magique. Et maintenant, cette magie va devenir le pire cauchemar de ton grand-père. La révélation du maître Rossi n'était pas seulement une info financière, c'était un séisme dans ma vie. Tout à coup, je cessais d'être la fille déshéritée et apeurée, pour devenir celle qui portait une bombe nucléaire juridique. Ce soir-là, Rossi ne nous laissa pas partir. Il insista pour qu'on reste dans sa petite maison d'hôte. « Mais tu ne peux pas te balader dans la rue avec ça », dit-il en désignant le coffre-fort où il avait rangé les fragments. « Maintenant, tu es une cible. » Pendant que Clara dormait, Rossi et moi nous sommes assis dans son bureau. Il appela un vieux ami à lui, un avocat pénaliste spécialisé en délits contre le patrimoine culturel, le licencié Valeriano. Quand Valeriano arriva, un homme chauve avec une tête de bulldog et un costume impeccable malgré l'heure, nous lui avons tout raconté. Nous lui avons montré les photos, le rapport préliminaire de Rossi et l'étiquette. Valeriano écouta en silence, prenant des notes dans un carnet en cuir. Quand nous avons fini, il enleva ses lunettes et les nettoya lentement. « Madame Walker, dit-il d'une voix grave. Vous comprenez ce que ça signifie ? Que mon père me doit beaucoup d'argent, dis-je. Non. Ça signifie que votre père n'est plus face à une accusation de simple dommage à propriété privée, qui est un délit mineur avec possibilité de caution. En détruisant un objet de cette valeur et de cette importance historique, on entre dans le domaine des crimes fédéraux graves. Au Mexique, la destruction volontaire d'un bien culturel de cette magnitude, en plus de la violence contre une mineure, change tout le panorama. Valeriano se pencha vers moi. La caution que votre père a payée a été calculée en supposant qu'il avait cassé un violon d'étude, peut-être d'environ 10 000 pesos. Quand nous présenterons ça devant la juge, la caution sera révoquée. Le montant de la réparation du dommage est tellement élevé qu'il est probable que la juge ordonne une détention préventive pour risque de fuite. Votre père pourrait passer tout le procès en prison. Un frisson me parcourut. Voir mon père en prison. Est-ce que je voulais vraiment ça ? La voix de ma mère résonna dans ma tête, c'est ton père, Mireya. Mais ensuite, j'ai revu l'image de Clara en sang. Je me suis rappelé l'humiliation du dîner, le mépris dans ses yeux quand il leva le violon. Faites-le, dis-je. Bien. Mais il y a une condition, dit Valeriano. Personne ne doit être au courant. Pas un mot. Votre père et son équipe d'avocats doivent croire que vous êtes désespéré. Ils doivent croire que le violon ne vaut rien. On doit les laisser se rassurer, arriver à l'audience de conciliation avec toute leur arrogance. S'ils connaissent la valeur maintenant, ils vont essayer de cacher des biens, de soudoyer des experts ou de fuir le pays. On doit les piéger au tribunal. Ainsi commença le jeu de l'attente. Les jours suivants furent une torture psychologique. Nous avons déménagé dans un petit motel bon marché en périphérie, avec le peu d'argent qui me restait, puisque le propriétaire de l'immeuble avait tenu sa promesse et changé les serrures le lendemain. Mon téléphone ne cessait de sonner. Elena était passée des menaces à la moquerie publique. Sur ses réseaux sociaux, elle postait des photos de sa vie parfaite, en train de skier à Bali, grâce à Dieu, loin des gens toxiques et menteurs. Les commentaires de ses amis dégoulinaient de venin contre moi. Ma mère m'a appelé une fois, en pleurs. Mireya, s'il te plaît. Ton père va très mal. Il a la tension haute. Il dit que si tu retires la plainte, il te pardonne. Il dit qu'il pourrait même te donner un peu d'argent pour que tu partes dans une autre ville et que tu recommences à zéro, loin d'ici. Il me pardonne, demandai-je, incrédule. Lui me pardonne, à moi, maman ? Il a frappé Clara. C'était un accident. Ma fille, c'est toi qui as provoqué la situation. Tu sais comment il est.
Retire juste la plainte. L'avocat de papa dit qu'ils vont te broyer au tribunal si tu continues. Ils disent qu'ils vont prouver que tu es instable, que c'est toi qui as cassé le violon pour l'accuser. Dis-leur qu'on se verra au tribunal, maman. Et dis-leur d'amener leur chéquier. J'ai raccroché et je me suis mise à pleurer. J'ai pleuré pour la mère que je n'ai jamais eue, pour la femme qui a choisi d'être la femme d'un tyran plutôt que la mère de ses filles. J'ai pleuré parce que je savais qu'après ça, je serais orpheline par choix. Mais chaque fois que je faiblissais, je regardais le rapport de Rossi, caché dans ma valise. 3,5 millions. Ce n'était pas pour l'argent. C'était pour ce que l'argent représentait, la validation de grand-mère Iné. Elle avait laissé cette fortune pour Clara, sachant qu'un jour, elle en aurait besoin pour échapper aux griffes de Rogelio. Grand-mère avait tout prévu depuis sa tombe. La veille de l'audience, j'ai reçu un mail de l'avocat de mon père. C'était une offre officielle d'accord. À Madame Mireya Walker. Au nom de mon client, Monsieur Rogelio Walker, nous offrons la somme de 50 000 pesos, comme paiement total et définitif pour les supposés dommages à l'instrument de musique et les frais médicaux mineurs. Cette offre est conditionnée par la signature d'un accord de confidentialité et par le retrait immédiat de toutes les charges pénales. Si vous refusez, nous déposerons une contre-plainte pour extorsion, diffamation et dommage moral, en demandant une indemnisation de 5 millions de pesos. J'ai lu le mail et j'ai éclaté de rire. Un rire sec, râpeux, qui a effrayé Clara. Et qu'est-ce qu'il y a, maman? Rien, mon amour, dis-je en la prenant dans mes bras. C'est juste que ton grand-père vient de faire une erreur de calcul très, très grave. 50 000 pesos. C'est ce qu'il pensait que valait la dignité de ma fille et l'héritage de sa propre mère. C'est ce qu'il croyait que coûtait sa liberté. J'ai appelé Valeriano. Refusez l'offre, lui dis-je. Ne faites aucune contre-offre. Dites-leur juste, on se voit devant la juge. L'excellente stratégie, Madame Walker, répondit Valeriano. Le silence va les rendre nerveux. Mais préparez-vous, demain sera une journée brutale. Ils vont essayer de vous humilier avant qu'on puisse présenter les preuves. Je suis prête, mentis-je. Je ne l'étais pas. Personne n'est prêt à voir son père détruit. Mais je savais que c'était nécessaire, comme quand on doit amputer un membre gangrené pour sauver le corps. Cette nuit-là, j'ai rêvé de grand-mère Iné. Elle était assise dans son fauteuil, accordant le garnerie. Le violon brillait comme le soleil. Elle m'a regardé et m'a souri. Joue fort, Mireya, m'a-t-elle dit. Et qu'ils t'entendent jusqu'en enfer. Je me suis réveillé en sueur, le cœur battant à tout rompre. C'était le jour J. Je me suis habillé avec mon meilleur tailleur, le même gris perle que mon père avait insulté. J'ai brossé les cheveux de Clara et lui ai mis un peu de maquillage pour couvrir l'hématome, qui, même déjà jaune, restait visible sur sa pommette. Aujourd'hui, on va jouer la pièce la plus difficile de nos vies, Clara, lui dis-je. Mais cette fois, on ne ratera aucune note. Le palais de justice pénale de la ville de Mexico est un endroit qui sent la désespérance, la sueur froide et la paperasse moisie. Les couloirs étaient pleins de gens, des mères en pleurs, des avocats courant avec des mallettes usées, et des policiers blasés. Quand nous sommes entrés dans la salle d'audience, ma famille était déjà là. Rogelio Walker occupait le centre de la table de la défense comme s'il était le maître des lieux. Il portait un costume bleu marine sur mesure, ses cheveux parfaitement coiffés, et cette expression de mépris que je connaissais si bien. À côté de lui, une équipe de 3 avocats en costume chair feuilletaient des documents en riant entre eux. Ils avaient l'air confiants, détendus. Pour eux, ce n'était qu'un dérangement, comme une amende de stationnement. Elena était assise au premier rang des bancs du public, à côté de ma mère. Quand elle m'a vu entrer avec Clara, son regard était de la haine pure. Elle se pencha vers maman et lui murmura quelque chose. Maman me regarda avec des yeux rouges et gonflés, puis baissa la tête, incapable de soutenir mon regard. Nous nous sommes assises à la table de l'accusation, aux côtés du procureur et de mon avocat, le licencié Valeriano. Valeriano ressemblait à un vieux corbeau patient, attendant le moment de frapper. « Rappelez-vous, Mireya, me murmura-t-il. Le visage neutre. Laissez-les parler. Laissez-les se sentir en sécurité. » La juge entra. C'était une femme d'une 50aine d'années, les cheveux gris en chignon strict et des lunettes épaisses. Elle s'appelait juge Cardenas. Elle avait la réputation d'être dure, juste, et de ne pas supporter les jeux de pouvoir des riches.
Ça m'a donné un peu d'espoir. L'audience commença. L'avocat principal de mon père, un certain licencié Monroy, célèbre pour défendre des politiciens corrompus, prit la parole en premier. À votre honneur, commença-t-il d'une voix théâtrale. Nous sommes ici en train de faire perdre son temps à ce tribunal pour un conflit familial lamentable qui n'aurait jamais dû sortir du salon de mon client. Monsieur Rogelio Walker est un pilier de la communauté, un entrepreneur respecté. Ce qui est arrivé est un accident malheureux pendant qu'il essayait de discipliner une petite fille rebelle. Oui, l'instrument s'est cassé, et mon client, dans un geste de générosité énorme, a proposé de payer 5 fois sa valeur estimée pour tourner la page. Mais la partie plaignante, il me désigna du doigt. Poussé par la rancune et l'avidité, insiste pour transformer tout cela en cirque pénal afin d'extorquer son propre père. Rogelio acquiesçait d'un air grave, adoptant une posture de victime digne. Objection, votre honneur, dit calmement Valeriano. Cette description de ma cliente est sans rapport. Nous sommes ici pour les faits. Objection retenue, dit la juge. Maître Monroy, tenez-vous en aux faits. Votre client reconnaît-il la destruction de l'objet? Nous reconnaissons que l'objet s'est brisé accidentellement lors d'un incident, votre honneur, répondit Monroy. Mais nous insistons, ce n'était qu'un violon vieux, en mauvais état, probablement infesté de termites. Sa valeur est symbolique. Nous offrons 50 000 pesos et demandons le classement de l'affaire. La juge regarda Valeriano. La partie plaignante a quelque chose à dire sur cette offre? Valeriano se leva lentement. Il ajusta sa veste. À votre honneur, nous rejetons catégoriquement l'offre et la description des faits faits par la défense. Ce n'était pas un accident, mais un acte volontaire de violence et de destruction. Et en ce qui concerne la valeur de l'objet. Valeriano fit une pause. Je vis Monroy sourire avec mépris, attendant que Valeriano sorte un chiffre, ridicule, comme 100 000 pesos, pour pouvoir se moquer. Rogelio se pencha vers Elena et lui fit un clin d'œil. Ils étaient convaincus d'avoir gagné. Ils pensaient que j'étais acculé, une mère célibataire sans moyens, essayant de leur soutirer de l'argent. Poursuivez, maître, dit la juge, impatiente. Merci, votre honneur. Pour soutenir notre refus et la requalification du délit que nous allons demander, nous souhaitons appeler à la barre notre expert, le maître Alessandro Rossi. En entendant ce nom, je vis l'avocat Monroy froncer les sourcils. Il connaissait ce nom. Rossi était une légende dans le monde de l'art. Rogelio, lui, ne réagit pas. Pour lui, l'art n'était qu'une décoration. Rossi entra dans la salle, marchant avec une canne mais la tête haute. Il prêta serment. Valeriano projeta une image sur les écrans de la salle, une photo des fragments du violon sur la table du laboratoire, sous la lumière ultraviolette. Maître Rossi, demanda Valeriano. Pouvez-vous nous dire ce que nous voyons à l'écran? Nous voyons les restes d'un violon, dit Rossi avec son accent italien marqué. Plus précisément, la table d'harmonie et le fond. La défense affirme qu'il s'agissait d'un instrument vieux, infesté de termites et sans valeur. Quelle est votre évaluation professionnelle? Rossi ajusta ses lunettes et regarda directement Rogelio. La défense est ignorante, dit-il. Des murmures s'élevèrent dans la salle. Ce que M. Walker a détruit n'était pas une poubelle. Après avoir retiré les couches de vernis faux et de saleté qui masquaient son identité, et après avoir vérifié l'étiquette intérieure et la structure cellulaire du bois, je peux confirmer, sans le moindre doute, que cet instrument était un Giuseppe Garneri del Gesù, fabriqué à Crémone en 1735. Le silence dans la salle fut total. C'était comme si quelqu'un avait aspiré tout l'oxygène. Rogelio cessa de sourire. Il se pencha vers son avocat. « Et qu'est-ce qu'il raconte, ce vieux fou » murmura-t-il, assez fort pour qu'on l'entende. « Et quelle est la valeur marchande d'un instrument de cette nature, maître » continua Valeriano, implacable. « Un exemplaire en condition de jeu vaut plus de 6 millions de dollars, répondit Rossi. Dans l'état où il était avant la destruction, compte tenu de sa provenance historique, sa valeur estimée est de 3,5 millions de dollars américains. C'est un mensonge, cria Elena depuis le public en se levant d'un bond. C'est une arnaque. Ce violon était une saleté. Silence, hurla la juge en frappant de son maillet. Asseyez-vous, ou je vous fais sortir. La juge Cardenas regardait Rossi, puis les photos, puis Rogelio. Son expression était passée de l'ennui à une gravité mortelle.
Valeriano s'approcha de la barre et remit un dossier épais à la juge et un autre à la défense. Voici les certificats d'authenticité, les analyses au carbone et l'historique de propriété qui remontent jusqu'à la famille de la mère de l'accusé, Madame Inez Walker. L'avocat Monroy feuilletait le dossier frénétiquement, en sueur. Rogelio lui arracha les papiers des mains. Ses yeux couraient sur les pages, voyant les chiffres, les tampons, les photos. Son visage passa du rouge au blanc cadavérique en quelques secondes. 3 millions. Balbutia Rogelio. Non, maman n'avait pas, elle me détestait. À votre honneur, dit Valeriano en se tournant vers la salle. Étant donné le montant du dommage, très au-dessus des limites d'un délit mineur, et le fait qu'il s'agit d'un bien irremplaçable, nous demandons que le délit soit requalifié en dommage aggravé à propriété de grande valeur et destruction de patrimoine culturel. Et, étant donné que l'accusé a les moyens financiers et les connexions pour fuir le pays, face à une dette de cette magnitude, nous demandons la révocation immédiate de la liberté sous caution et la mise en détention préventive. L'air dans la salle devint électrique. Le piège s'était refermé. Rogelio Walker, l'homme intouchable, venait de tomber dans un trou de 70 millions de pesos dont il ne pourrait pas sortir facilement. Le chaos explosa à la table de la défense. L'avocat Monroy se leva, balbutiant des objections sans base. Votre honneur, c'est absurde. C'est une embuscade. On n'a pas eu l'occasion de faire notre propre expertise. Ce chiffre est ridicule. La juge Cardenas leva la main, le réduisant au silence d'un geste. Maître Monroy, vous aviez accès à la preuve matérielle. Si votre équipe a décidé de supposer que c'était de la poubelle sans faire de péritage, c'est votre négligence, pas la faute du parquet. Les preuves présentées par le maître Rossi sont solides et certifiées internationalement. La juge se tourna vers Rogelio. Mon père semblait avoir vieilli de 10 ans en 5 minutes. Il desserrait sa cravate, comme s'il étouffait. Monsieur Walker, dit la juge d'une voix glaciale. Vous êtes accusé d'avoir détruit un objet d'une valeur historique et culturelle incalculable, en plus d'avoir agressé une mineure. L'arrogance dont vous avez fait preuve dans ce tribunal, en offrant une misère pour quelque chose qui vaut une fortune, m'en dit long sur votre caractère et votre respect pour la loi. Je ne savais pas, hurla Rogelio, la voix brisée. C'était un vieux truc. Ma mère m'a trompé. Cette sorcière m'a trompé depuis la tombe. Le silence, ordonna la juge. Je ne tolérerai pas les insultes ici. La juge Cardenas consulta les documents une dernière fois, puis regarda le procureur. La liberté sous caution est révoquée. Il est ordonné la mise en détention de l'accusé, avec requalification des délits. En raison du fort risque de fuite lié au montant du dommage, j'ordonne la détention préventive de monsieur Rogelio Walker au reclusorio Nord pour la durée du procès. Le maillet frappa le bois. Poum. Ce bruit fut plus fort que celui qui avait cassé le violon. C'était le son d'un empire qui s'effondre. Non, le cri d'Elena déchira l'air. Elle se jeta contre la barrière. Papa, faites quelque chose. Roré, appelle le gouverneur. Roré était pâle, recule vers la sortie. Il savait qu'appeler le gouverneur ne servirait à rien quand il y avait une dette de 3,5 millions sur la table et la presse à la porte. 2 policiers judiciaires s'approchèrent de la table de la défense. Rogelio resta assis, paralysé. Il regardait ses mains, les mêmes qui avaient frappé Clara, les mêmes qui avaient signé des chèques énormes. Maintenant, elles tremblaient sans contrôle. « Levez-vous, Walker » dit un des agents. Rogelio se leva lentement. Ses jambes avaient du mal à le porter. Il chercha quelqu'un de son regard. Ses yeux croisèrent les miens. Je m'attendais à y voir de la haine, de la rage, mais j'y vis de la peur. Une peur pure et absolue. Pour la première fois de sa vie, l'argent ne pouvait pas le sauver. Pour la première fois, il n'était pas l'homme le plus puissant de la pièce. Le Mireia. Murmura-t-il. Je ne sais pas ce qu'il allait dire. Peut-être demander pardon. Peut-être me maudire. Mais l'agent lui tourna les bras brusquement et lui passa les menottes. Le bruit métallique retentit à nouveau, clac, clac. Cette fois, il n'y avait pas de caution rapide qui l'attendait. Pendant qu'on l'emmenait par la porte latérale réservée aux détenus, ma mère s'évanouit dans les bras d'Elena. Elena me regardait avec un mélange de terreur et de dégoût, mais elle n'osa rien dire. Elle savait que c'était moi qui avais le pouvoir maintenant. Je suis sorti de la salle avec Clara à la main et Valeriano à mes côtés. Dans le couloir, Clara me regarda.
Le grand-père va vraiment aller en prison. Oui, mon amour. Pour un moment. Pourquoi il a cassé le violon? Je me suis accroupi pour la regarder dans les yeux. Pas seulement pour ça, Clara. Il va en prison parce qu'il croyait qu'il pouvait te faire du mal et que personne ne ferait rien. Il va en prison parce qu'il croyait que l'argent faisait de lui le propriétaire des gens. Aujourd'hui, il a appris que ce n'est pas vrai. Valeriano me touche à l'épaule. Madame Walker, ce n'est que le début. Maintenant, il y a la plainte civile pour assurer le paiement. Nous allons saisir tout, la maison des Loma, les comptes, les actions de la société, tout ce qui est à son nom. Faites-le, dis-je. Et qu'il ne lui reste pas un centime. Je veux que chaque peso qu'il valorisait plus que sa propre famille serve à construire l'avenir de la petite fille qu'il a méprisée. Nous sommes sortis à la lumière du soleil de Mexico. L'air semblait plus pur. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que je pouvais respirer profondément sans ce poids sur la poitrine. Les mois suivants furent un tourbillon de procédures, de ventes aux enchères et de justice poétique. Rogelio ne resta pas longtemps en prison. Sa santé, déjà fragile à cause de ses excès et soutenue uniquement par son arrogance, s'effondra sous le stress de l'enfermement et de l'humiliation. Il eut un AVC massif 2 mois après son entrée. Il resta paralysé d'un côté et perdit la parole. Le juge lui accorda la détention à domicile pour raisons humanitaires, mais à ce moment-là, il n'avait plus de domicile. La maison des Loma avait été saisie et vendue pour payer les dommages à Clara. Ironie délicieuse, c'est un concurrent de sa société de construction qui l'acheta pour la démolir et y construire des appartements. Elena et Roré divorcèrent. Quand la fortune des Walker s'évapora et que le scandale salit le nom de famille, Roré décida qu'Elena n'était plus un atout mais un problème. Elena se retrouva sans maison, sans mari riche, sans héritage. La dernière nouvelle que j'ai eue d'elle, elle vivait dans un petit appartement en location, vendant des bijoux sur Internet et me tenant responsable de tous ses malheurs sur Facebook, même si plus personne ne lui mettait de like. Ma mère, Lourdes, alla vivre dans une maison de retraite payée avec ce qui restait de la sécurité sociale de mon père. Je vais la voir parfois. Elle pleure et me demande pourquoi j'ai été si cruel. Je ne lui réponds pas. Je lui apporte des biscuits, je l'embrasse sur le front et je pars. J'ai compris qu'elle aussi était une victime, mais une victime qui a choisi d'être complice. Quant à nous, avec l'argent de l'indemnisation, je n'ai pas acheté de luxe. J'ai acheté l'immeuble où se trouvait mon ancien atelier et je l'ai complètement rénové. Maintenant, sur la façade, il y a une plaque en bronze qui brille au soleil. Fondation musicale Iné Walker. C'est une école de musique et un atelier de lutherie pour enfants de familles modestes. Des enfants comme Clara, qui ont du talent mais pas les moyens. Ici, personne ne leur dit que leur instrument est une poubelle. Ici, ils apprennent que la musique est un droit, pas un privilège. Je suis assise dans mon bureau, regardant à travers la vitre la grande salle. Clara, qui a maintenant 14 ans, se tient au centre de la scène. Elle a beaucoup grandi. La cicatrice sur sa lèvre n'est plus qu'une fine ligne, rappelle qu'elle a survécu. Elle tient un violon neuf. Ce n'est pas un garnerie du XVIIIe siècle. C'est un instrument moderne, fabriqué par un jeune luthier talentueux qui travaille avec nous, mais il sonne merveilleusement bien. Clara lève l'archet et commence à jouer, la campanella, le même morceau qu'elle essayait de jouer cette nuit fatidique. Ses doigts volent, fort. La musique remplit l'espace, rebondit sur les murs baignés de lumière et arrive jusqu'à moi, m'enveloppant comme un câlin chaud. Dans une vitrine spéciale, éclairée doucement dans le hall d'entrée, reposent les fragments du garnerie de grand-mère. Nous n'avons pas voulu le restaurer pour le vendre. Il valait plus cher ainsi, brisé. À côté des fragments, il y a une petite plaque qui dit « La vraie force n'est pas de ne jamais se casser, mais d'avoir le courage de ramasser les morceaux et de créer quelque chose de nouveau. » Je regarde ma fille jouer. Je regarde les autres enfants l'écouter, la bouche ouverte. Je sens l'odeur du vernis et du bois neuf. Rogelio avait raison sur une chose, le passé est mort. Mais il s'est trompé sur l'essentiel. Le passé ne disparaît pas. Le passé est la graine, et nous sommes la forêt qui a poussé sur sa tombe. Je ferme les yeux et j'écoute. Enfin, la musique sonne propre, sans peur, sans douleur. Juste la liberté. Cette histoire est arrivée à sa fin, mais les cicatrices et les mélodies qu'elle laisse résonnent bien au-delà des mots. À travers le parcours de Mireia et Clara, nous avons vu une vérité inconfortable,
mais nécessaire, le sang fait de toi un parent, mais la loyauté fait de toi une famille. La plus grande leçon qu'on peut en tirer, c'est que le respect ne s'impose pas par la peur ou le pouvoir économique. Il se gagne par l'amour et l'empathie. Rogelio Walker a cru que son argent et sa position de patriarche lui donnaient le droit d'écraser la dignité de sa fille et de sa petite-fille. Il a oublié que la dignité humaine n'a pas de prix et que sous-estimer ceux qu'on considère comme faibles est l'erreur la plus fatale des arrogants. De plus, cette histoire nous montre la valeur de la résilience. Mireia a transformé sa douleur et sa peur en bouclier et en épée légale pour protéger sa fille. Elle nous rappelle que parfois, rompre avec des liens toxiques, même s'ils sont familiaux, est l'acte d'amour propre le plus grand qu'on puisse faire. Le violon brisé n'a pas été la fin de la musique. Il a été le début d'une nouvelle symphonie, plus libre et plus juste. Penses-tu que Mireia a bien fait d'envoyer son père en prison et de le laisser sans rien? Ou aurait-elle dû accepter son pardon pour le bien de la paix familiale? Si cette histoire t'a touché le cœur ou t'a fait réfléchir sur la valeur de poser des limites, écris « good » dans les commentaires ou partage ton avis sur le pardon et la justice. Ton interaction m'aide à savoir que ces histoires en valent la peine. On se retrouve dans les commentaires.